Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop réunit tous les bons réveils matinaux. Les titres de cette édition: va-t-on vers un grand rassemblement des forces de l'opposition et la société civile? Le Front patriotique pour la défense de la République a entamé des discussions avec le M23 hier. Discussions qui pourraient aboutir à un vaste rassemblement. Seulement, des voix s'élèvent déjà au sein même du M23 pour dénoncer une démarche de son coordonnateur. L'imam Alioune Daou et ses condisciples transférés à la maison d'arrêt de Saint-Louis, une mesure annoncée qui n'agrée pas l'assentiment de tous dans la vieille ville. On ne veut pas d'un supposé terroriste dans nos murs, annoncent déjà certains Saint-Louisiens. Une campagne arachidière sans la SUNEOR, une chose quasiment impossible. La Convention nationale pour le développement rural demande à l'État de rapidement trouver un repreneur après le départ d'Abbas Jaber et la création d'une chambre d'agriculture. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye. Ce jour, le Sénégal rencontre le Madagascar pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La revue de la presse de Fabrice Nguema sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM. Bienvenue. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Nous reparlons de ce transfèrement de l'imam Alioune Daou et de ses condisciples à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis. Les ressortissants de la vieille ville ont soulevé un débat sur les raisons de cette décision, mais aussi le choix de leur localité pour cet imam accusé de connexion avec des milieux terroristes. Certains estiment que c'est une suite logique dans cette affaire dans le cadre d'une meilleure surveillance de l'homme religieux. Par contre, d'autres à Saint-Louis sont foncièrement opposés à ce transfèrement. Correspondance d'Avacane. L'imam Alioune Daou et ses condisciples placés sous mandat de dépôt pour attitude et collaboration terroriste ont été transférés à la MAC de Saint-Louis, une décision administrative qui n'a pas manqué de soulever des débats chez les ressortissants de la vieille ville. Nous sommes tous natifs du pays. Qu'on amène quelqu'un à Dakar, à Thiès, à Mour ou ailleurs, c'est du pareil au même. Au niveau de la MAC de Saint-Louis, il y a une unité d'élite là-bas contre les invasions. Ensuite, c'est pour un peu partager un peu la petite chose entre Dakar et Saint-Louis. Si certains Saint-Louisiens pensent que cela reste une logique en rapport avec la personnalité de l'homme religieux, mais aussi pour de meilleures conditions de détention, d'autres, très sceptiques, souhaiteraient qu'il soit transféré dans une autre ville. On ne peut pas parler de conséquences, mais à la limite, ça peut susciter un débat, des commentaires, et c'est légitime du reste. Mais dans tous les cas, Saint-Louis ne souhaiterait pas vraiment vivre cette ambiance de terrorisme parce qu'ici à Saint-Louis, nous avons une culture vraiment qui ne nous permet pas vraiment de parler de terrorisme de quelque sorte ici à Saint-Louis. C'est une ville calme, paisible. Les gens vivent calmement ici, paisiblement, sans aucune pression. C'est l'islam du prophète Mohammed sallam que nous vivons ici à Saint-Louis. De grâce, on pouvait bien nous épargner vraiment de ce paquet-là. En attendant, l'imam Alioune Daou et ses condisciples sont internés à la MAC de Saint-Louis. Le dispositif sécuritaire a été fortement renforcé. Cela aussi bien dans la prison que dans les environs. Saint-Louis, Babakanian pour Zik FM. Babakanian, je vous le disais en titre, le M23 et le Front pour la défense de la République vers un partenariat. Hier, une délégation du FPDR dirigée par Mamadou Diop Decroix a rencontré une délégation du M23 conduite par son coordonnateur Mamadou Mbodj. C'est sur demande du M23 selon le quotidien La Tribune qui livre l'information. 2 points ont été essentiellement au menu des discussions, à savoir les réformes institutionnelles mais aussi le patriotisme économique. Des discussions entamées hier qui se poursuivront ce vendredi. Notez cependant que le secrétaire général du M23, Ousmane Diaye, dans un communiqué explique que ces démarches n'engagent pas le bureau national du dit mouvement. Nous y reviendrons. En session municipale hier, le maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall, annonce la réhabilitation du marché Sandaga. Le maire de Dakar soutient que la municipalité a même acheté le centre commercial d'Ilimbaï pour recaser les marchands tabliers qui sont autour de Sandaga, mais aussi l'avenue Émile Badiane. Les propos du maire de Dakar recueillis par Gorenaglo. Nous avons acheté le centre commercial d'Ilimbaï à 1,5 milliard et nous avons pris ces 4 milliards là pour construire le site définitif. Ensuite, il y a la réhabilitation de Sandaga lui-même, le marché. Donc, c'est de tout ça qu'on a discuté et les autres choses maintenant, c'est véritablement adhérer à des structures internationales relatives aux questions d'urbanisme, régler les problèmes de recettes liés au carburant et aux pompes à essence. Voilà vraiment ce dont on va discuter les 15 prochains jours. Puis nous parlons de la campagne arachidière. Sans la SUNEOR,
une campagne quasiment impossible. C'est en tout cas l'avis de la Convention nationale pour le développement rural. Cette plateforme paysanne demande à l'État de très vite trouver un repreneur à la société huilière et la création d'une chambre d'agriculture qui pourrait faciliter la campagne de commercialisation qui déjà démarre lundi prochain. Les explications du président de cette plateforme paysanne, Omar Sakho, il est au micro de Ndeye Dimenao. Avant de parler d'exportation ou de chinois ou autre chose, il faut d'abord qu'on travaille pour pouvoir nourrir le Sénégal sur ce que nous produisons. Pour le moment, l'État a dit que je vais mettre les moyens pour reprendre la Sénéor et voir quelqu'un de crédit pour lui donner. Mais la campagne arachidière ouvre le 16. Si un Sénégalais se présente pour dire que moi, Sénégalais, et qui n'est pas n'importe qui quand même, il a fait ses preuves. Il s'occupe des phosphates de matin, il le fait bien, jusqu'à présent il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Tout ce qu'on voit comme tracteur, motopompe et tout cela, il est encore fournisseur potentiel. En plus bref, le Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, a noté des avancées dans le respect du dispositif de passation des marchés publics, et ce malgré quelques dysfonctionnements notés dans le rapport qui devait être publié hier. Le président du Conseil, qui a livré une brève déclaration, a déclaré que l'ARMP a relevé une tendance positive prouvant une appropriation du dispositif par les autorités contractantes. Sur les raisons du renvoi de la publication du rapport, Sahernan dira que la réflexion sur l'exploitation du rapport pour en tirer meilleur profit sur le plan pédagogique, ce qui pourrait être profitable aux contractants, au secteur privé et à la société civile, n'a pas encore été terminée. Seulement, sachez que ce rapport a déjà été remis aux autorités. Vous suivez le journal sur Zik FM. Parlons éducation à présent. Colère noire, les collégiens et lycéens de la zone de recasement à Yeumbeul, ils ont tenu hier une marche pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent, entre autres griefs notés, l'absence de bibliothèque, la cohabitation impossible avec la décharge d'ordures de Mbobos, il n'y a pas de salle de cours pour les 933 élèves en classe de seconde, et pendant ce temps, le complexe scolaire de Keur-Massar, qui est prévu pour désengorger justement le lycée, et les travaux de ce collège sont terminés depuis longtemps, mais toujours la clé n'a pas été remise. C'est un compte rendu de Idriss Diémé. Ce sont les élèves du CM et du lycée de la zone de recasement. Dans ces établissements, les apprenants ont tourné le dos aux classes, le temps d'une marche pour dénoncer des manquements. Salut Diamanka porte la parole des lycéens. Profs et élèves, nous peinons à faire cours régulièrement. À moins de 500 mètres, nous cohabitons avec un grand dépotoir. Nous n'avons même pas là où lire. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien du tout que des classes. Il n'y a pas d'infirmerie, de laboratoire. Pour résumer, il n'y a rien du tout dans ce lycée. Vraiment, nous méritons ce complexe. Si dans d'autres établissements, les cours se déroulent normalement, à la zone de recasement, plus de 933 élèves n'ont pas trouvé classe, suffisant pour que la Fédération des élèves et étudiants de Pikine porte ce combat. Yaya Diop est le président. Inadmissible. Un lycée qui ne compte que 12 salles de classe pour 39 classes pédagogiques, je pense que ce n'est pas vraiment digne de son nom. Et qu'il est bien de rappeler que le lycée est initialement construit pour une école élémentaire. J'avoue que si le problème n'est pas réglé, nous allons nous faire entendre. Parce que nous n'allons pas accepter que nos frères et sœurs soient sacrifiés. Au moment où plus de 2000 élèves sont dans le désarroi total et réclament de faire cours à quelques mètres de leur lycée, le complexe scolaire de Keur-Massar, les travaux sont terminés depuis belle lurette et attendent preneur. Toutefois, les autorités évitent de parler de ce complexe qui fait l'objet de tiraillements. Idriss Diémé à Keur-Massar, Zik FM. Nous restons dans la banlieue de Dakar. À Pikine, l'accès aux soins de santé est un véritable casse-tête pour les populations de la cité Assegna et quartiers environnants. À Yeumbeul Nord, l'unique case de santé est dépourvue de moyens. Certaines femmes enceintes ne font pas l'échographie pratiquement durant tous les 9 mois de leur grossesse. Le système de référencement est très compliqué et les cabinets médicaux privés tentent de sauver les meubles. Et hélas, les populations n'ont pas forcément les moyens
Elles en appellent à l'aide de l'État. Reportage Younous Abaldé. La santé est malade dans la zone de Yeumbeul Nord, à Cité Asecna et les quartiers environnants. Les postes de santé et les maternités sont éloignés. La case de santé du quartier Darou Rahman 2 souffre de manque de médicaments. Les femmes enceintes qui sont à terme rencontrent beaucoup de problèmes. Il y a aussi des cas d'avortement très compliqués. En outre, le système de référencement pose un véritable problème. Parole de Madame Diordiagne. Elle tient un cabinet médical privé dans la zone. Les femmes qui souffrent d'une menace d'avortement, pour les référer, c'est tout un problème. Pour trouver un taxi, parfois tu consultes quelqu'un, ils prennent l'ordonnance pendant des mois pour venir ici acheter la moitié. Les jeunes de la localité ont organisé un dépistage gratuit du cancer. Venus prendre part à cette manifestation, la présidente de Médisol interpelle les autorités pour aider les populations. Rose Wardini. Les autorités auxquelles nous lançons un appel. Également, aujourd'hui, il y a une démarche participative qui doit pousser les jeunes à la base de s'impliquer dans le développement de leur localité. Malgré les efforts des pouvoirs publics dans cette partie de la banlieue de Dakar, les populations effectuent de longues distances pour se soigner convenablement. Des populations qui attendent avec impatience la fin des travaux du centre de santé de Yeumbeul Nord. Cité Asecna à Yeumbeul Nord, Younous Abaldé, Zik FM. Younous Abaldé, le Grand Magal de Touba, ce sera le 1er décembre prochain, une annonce de la commission lunaire depuis la grande mosquée de Touba. D'après les explications, le premier jour du mois de Safar 1437 de l'Hégire est fixé donc au samedi 14 novembre, donc demain, et le Magal donc est prévu le 1er décembre prochain, correspondant au 18 Safar 1437. Sachez déjà que l'État s'organise autour de ce grand événement. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables était même hier dans la cité religieuse dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Thierno Alassane Sall rassure le comité d'organisation qui cependant a déploré le fait de trouver des lampes s'allumer en plein jour. Par ailleurs, après avoir constaté des centaines de poteaux électriques cassés ou détruits, il y a l'hôte plutôt de Touba a invité les populations à un comportement républicain. Correspondance dans la cité religieuse Abdoulaye Diagne. Pour rendre performante la fourniture d'électricité pendant le Grand Magal de Touba, le ministre de l'Énergie a rencontré ses services. Et nous avons grand espoir que ça se passe bien. La maintenance préventive est réalisée, qui va jusqu'aux arbres qui pourraient éventuellement impacter les fils. Cependant, il déplore ces pratiques nuisibles à une bonne distribution. Une partie du réseau d'éclairage public est allumée de plein jour. Une grande partie, c'est un problème général. On voit des parties des lignes, moyenne tension, haute tension, qui sont dans des concessions. Dans le même registre, rien qu'à Touba, on a constaté 300 poteaux cassés. Par ailleurs, l'électrification rurale traîne des anomalies qui freinent à son extension, dirait-on. On est arrivé à des tarifs qui sont assez différents dans certaines régions. Et la justice entre citoyens veut que dans un même pays, on ait des tarifs plus ou moins équitables. Interpellé sur l'extension du réseau électrique à Touba, le ministre est d'avis, mais attache du prix à une bonne planification afin d'éviter que la qualité du service se dégrade. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, nous parlons de la commune rurale de Sandiara, qui est classée 3e sur les 557 communes du Sénégal et première à la première édition du concours national sur les pratiques innovantes de développement local. Cette commune est à la première place en matière de gestion des ordures ménagères. Trophée qui lui a été même remis hier. L'équipe municipale sous la houlette de son maire, le Dr Serigne Gueye Diop, veut maintenant maintenir le cap et aller même au-delà de ce bon résultat. Nous retrouvons à Bourg Pape Dieye. L'ambition de la municipalité, c'est de faire de Sandiara une ville clean and green. Le maire, Dr Serigne Gueye Diop. Sandiara vient de gagner le premier prix du concours des innovations dans les communes par la partie propreté sur les 557 communes. Et l'objectif, c'est donc de pérenniser cette action. Nous voulons une ville clean and green. Clean, c'est le côté écologique, le côté propreté, c'est le côté santé. Et green également, c'est le côté verdure. Clean and green, pour nous aussi, c'est le côté de l'honnêteté, de la lutte contre la corruption.
ça nous a permis d'avoir 27 groupements de femmes qui sont extrêmement engagées. Je voulais en profiter pour leur rendre hommage. C'est des soldats du développement, les femmes de Sandiara. Pour arriver à ces résultats, il a fallu que le conseil municipal loue un camion de ramassage d'ordures et délibère 8 hectares pour en faire une décharge publique. Pour pérenniser ces résultats, la mairie cherche dans un premier temps son propre camion, 1000 poubelles pour les 1000 foyers de la commune et 20 bacs à ordures pour les différents quartiers et les lieux publics, en plus des balais, râteaux et brouettes et autres petits matériels. L'objectif à terme, c'est de doter chaque famille de plusieurs poubelles pour un triage à la base afin de valoriser les déchets, car il est prévu une usine de traitement des ordures dans la localité. À côté des femmes, les jeunes ont décidé d'attacher sur chaque poteau lampe un bidon pour ordures qu'ils se chargeront de ramasser. Fabien Sandiara, Zik FM. 17 minutes dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer avec le match Madagascar-Sénégal, coup d'envoi à 11h30 en temps universel. Oui, au Mahanasina de Tana, match comptant pour le deuxième tour éliminatoire avant la phase des poules. Les Lions ont intérêt à faire un bon résultat aujourd'hui et peut-être même résumer la qualification avant la match retour prévue dès mardi à Léopold Sédar Senghor. Possible selon Malik Daf, coach adjoint des U20 et de l'Union sportive de Wakam. Pour lui, juste éviter de verser dans la suffisance, la facilité et ne pas surtout respecter l'adversaire. Malik Daf l'a dit à Aïssa Kamara. Écoute-le. L'équipe qu'on va aller jouer là-bas n'est pas une petite équipe. C'est les équipes qui reçoivent, c'est les équipes qui sont souvent motivées contre les grandes équipes. Aussi, bon, je pense que ce sera un match important, mais je pense que si on a tous les jours en état de forme, je pense que si les joueurs sont bien concentrés durant les premières parties du match, l'entame du match et les 35 ou 45 premières minutes, je pense que si on est bien appliqué dans les derniers tiers, je pense qu'il y aura de la place pour mettre le but. Parce que nous avons une attaque qui vaut 1 ou 2 buts par match. Maintenant, ça demande à la défense d'être concentrée, d'être beaucoup plus concentré, d'être solide, d'avoir une bonne communication, de pouvoir gérer ce match sans difficulté. Les premières minutes sont importantes, il faut que les attaquants le gèrent. Patience, persévérance, les premières occasions soient lucides pour le mettre au fond des filets. Ensuite, ce sera un match ouvert et puis je pense qu'il y aura des buts encore. Voilà donc la formule pour le match Madagascar-Sénégal. Lamine Gueye, il y a d'autres affiches qui se jouent également aujourd'hui. Oui, au total 8 à suivre: Kenya, Cap-Vert, Comores, Ghana. La Libye qui accueille le Rwanda, l'Angola jouera contre l'Afrique du Sud, le Cameroun qui se déplace pour affronter le Niger, le Libéria qui accueille la Côte d'Ivoire, la Mauritanie défie la Tunisie alors que Swaziland jouera contre justement l'équipe du Nigeria. Hier, la Guinée a, elle, pris une sérieuse option pour la qualification en allant s'imposer 1-0 en Namibie. Les Guinéens ont fait peut-être le plus difficile, reste alors à gérer la match retour qui se jouera encore hors de la Guinée. Hier également, le Togo a été battu sur sa pelouse par l'Ouganda 1-0. De même que le Burundi qui a été également battu par la République démocratique de Congo 2-1. Même score en faveur du Burkina Faso, le Burkina qui a été battu plutôt par le Bénin 2-1. Et puis le Maroc qui a dominé la Guinée équatoriale 2-0. Avant-hier, Mozambique 1, Gabon 0. Et puis la Zambie qui a dominé le Soudan sur le même score. Un explosif Argentine-Brésil, c'est aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match qui était prévu hier, mais à cause de la pluie, il n'a pu se tenir. Donc ce match-là se jouera aujourd'hui. Alors, le sport, véritable parent pauvre dans la région de Kaolack. Oui, le sport est un secteur mal loti et qui bat de l'aile dans la région de Kaolack. Les infrastructures sportives, si elles existent, sont en souffrance. L'amateurisme dans la gestion est érigé en règle générale. Rien de pro dans pratiquement toutes les disciplines. Autant de contraintes qui interpellent les acteurs du sport. Ainsi s'exprimait Serigne Ali Cissé Diène. Il est l'inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et du sport, chef du service régional des sports de Kaolack. C'était hier à l'issue de la réunion de contribution de la région à la lettre sectorielle des sports.
Il est au micro de Faradia. L'état des lieux est chaotique. Le secteur des infrastructures dans la région de Kaolack, le sport est toujours géré de manière traditionnelle, amateur. L'ensemble des secteurs ne sont pas professionnalisés. Les acteurs ne sont pas mis en jour sur le plan de la capacité, sur le plan des modes de gestion. Donc nous sommes en rade sur les avancées de nouvelles sociétés. Donc à Kaolack, dans toutes les structures, il y a des difficultés, que ce soit le football ou les autres. Donc ça pose un problème unanime de dirigeants sportifs, mais aussi de mode de gestion, mais aussi de faible engagement des collectivités locales à accompagner correctement les missions de service public en sport. Les infrastructures ne répondent pas et la responsabilité est partagée entre ceux qui ont reçu les compétences de non seulement mettre en place les infrastructures, mais aussi de les entretenir correctement pour que ces infrastructures puissent continuer à répondre aux besoins de pratique de l'ensemble du mouvement sportif. Voilà, alors Lamine Gueye, nous terminons avec du basketball. Le tournoi pré-olympique, les Lions seront édifiés en janvier prochain. Oui, les Lions du Sénégal joueront leur carte à fond pour tenter d'arracher un billet pour Rio. Ils passeront par le tournoi pré-olympique dont le pays organisateur sera dévoilé par la FIBA. Ce sera justement le 19 janvier par son comité exécutif. 6 pays ont été d'ores et déjà choisis. Il s'agit de la République tchèque, de l'Allemagne, de la Turquie, la Serbie, l'Italie et les Philippines. Le tirage des poules est retenu pour le 26 janvier. La compétition proprement dite va se tenir du 4 au 10 juillet 2016. Voilà la page. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h23.